Salut, c'est Vincent, je vous retrouve pour un unboxing plaisir spécial aujourd'hui avec la découverte du matériel de It's a Wonderful Kingdom, le jeu de Frédéric Guérard illustré par Anthony Wolf et édité en français par Origame et la boîte de jeu. Alors, unboxing plaisir car en effet il s'agit de la nouvelle itération du fameux It's a Wonderful World, jeu que nous apprécions tellement Lou et moi. C'est le jeu auquel nous avons le plus joué ensemble. Formidable jeu de construction de moteur. Et là, il s'agit d'une version spécifiquement dédiée au jeu de joueurs, mais également d'ailleurs solo. Alors, nous qui privilégions cette configuration de jeu à deux joueurs avec Lou, eh bien, on est extrêmement content de voir arriver cette version-là, It's a Wonderful Kingdom. Et puis, unboxing spécial, car en effet, vous allez voir qu'il ne s'agit pas véritablement d'un vrai unboxing, puisque j'ai déjà ouvert la boîte, j'ai déjà dépunché les quelques jetons, découvert les règles, les cartes, et autres éléments de la boîte de jeu, mais je tenais à vous les présenter là en vidéo, de manière à ce que vous ayez une idée de ce qu'on trouve dans la boîte, et également donc des spécificités, des nouvelles mécaniques de règles de It's a Wonderful Kingdom pour 1 à 2 joueurs, comme indiqué ici sur la tranche, des joueurs à partir de 14 ans, un peu moins, si on a l'habitude des jeux de société, il n'y a aucun souci, et des parties d'environ 45 minutes. Alors on a déjà une très belle boîte ici. J'aime beaucoup les illustrations d'Anthony Wolf, en tout cas sur la première version, et celles qui se trouvent dans cette boîte sont également très chouettes, donc j'ai hâte de vous les montrer. On va regarder les cartes un petit peu en détail, et tout de suite je vais retourner la boîte pour vous montrer le dos. Voici, et on nous dit que on va s'affronter pour monter sur le trône du royaume. Alors, It's a Wonderful World se déroulait dans une société uchronique futuriste. Là, on est plutôt sur le thème du Moyen-Âge et de l'Antiquité. On voyage un petit peu à travers les époques passées, mais dans un univers imaginaire. Vous allez voir qu'on retrouve des dragons, par exemple. Utilisez les différents modules pour découvrir de nouvelles sensations de jeu. Alors, en effet, le jeu propose 3 modules et on doit nécessairement en inclure un lors de nos parties. Et chaque module apporte des mécaniques différentes. C'est ce qui fait, la grande différence par rapport aux règles du jeu avec It's a Wonderful World. Apprenez à maîtriser la mécanique de Split and Trap pour influencer votre adversaire. Alors ça, c'est une mécanique également qui remplace la mécanique de draft du jeu original. Et donc à 2 joueurs, je trouvais qu'il y avait une mécanique de draft qui fonctionnait bien. Mais là, il y a une mécanique nouvelle que je vais vous détailler un petit peu là à l'ouverture de la boîte, qui certainement est pensée spécifiquement donc pour du 2 joueurs. Soyez le meilleur pour développer votre duché et devenez le nouveau monarque de ce Wonderful Kingdom. Voilà, donc on a un aperçu un petit peu de quelques cartes et du matériel. Alors, sinon, quand on découvre les règles, on a l'impression que c'est un jeu tout à fait conforme à It's a Wonderful World, avec une étape donc pas de draft cette fois-ci, mais qui s'appelle phase de choix, puis ensuite une phase de planification et enfin une phase de production. Donc on a ici un livret de règles du jeu, fort bien fait, même s'il manque quelques mots parfois, ci et là, mais bon, c'est pas très gênant. Donc anatomie d'une carte duché, en fait, vous allez voir qu'il y a 2 cartes dans le jeu duché, chaque joueur en choisit une, c'est ce qui remplace les cartes empire de It's a Wonderful World. Et puis anatomie d'une carte développement, avec toujours le coût de construction, les éventuels bonus de construction, le bonus de recyclage, le nom de la carte bien entendu, la production de la carte, les points de victoire associés éventuellement, et puis le type de carte. Il y a 4 types de cartes simplement dans ce It's a Wonderful Kingdom. Les cartes structure, avec ce symbole en gris, les cartes compagnie, les cartes monument et les cartes découverte. Et puis, il y a également 4 types de ressources simplement, du coup associées. On a les matériaux, la population en violet, l'or et l'exploration. Alors, les matériaux, l'or et l'exploration, eh bien, c'est tout à fait comme dans Wonderful World. On a également des cubes cristallium et puis des jetons soldats, cette fois-ci, qui vont remplacer les financiers et les généraux du jeu original.
130 cartes au total, donc 2 cartes duché, c'est nos cartes empire, on en choisit une chacun. Les cartes développement, il y en a 70. 10 cartes trésor, ça ce sont des nouvelles cartes qu'on va découvrir ensemble. 8 cartes calamité, c'est également nouveau. Et puis les cartes menaces et les cartes conseillées servent pour les différents modules du jeu. Voilà, voilà donc pour le livret de règles. Alors, on peut le feuilleter rapidement là en vidéo. Donc, c'est très bien fait, la mise en place. La phase de choix, alors c'est ça quand même que je voulais vous montrer, c'est que ça remplace la phase de draft du jeu original. Et comment ça se passe? On va distribuer au début de chaque phase de choix 7 cartes développement face cachée à chaque joueur, ainsi qu'une carte calamité. Donc chaque joueur aura 8 cartes en main. À ce moment-là, on place une carte de la pioche développement face visible sur chacune des 2 zones de proposition. Alors, il va y avoir une zone de proposition à côté, au bord du plateau, de chaque côté du plateau. Donc il y a un joueur à gauche, un joueur à droite, et une zone de proposition 1, une zone de proposition 2. Comment ça se passe? Le premier joueur commence avec une proposition, il choisit 2 cartes de sa main qu'il place face visible sur les zones proposition de son choix. Soit il place les 2 dans la même zone, ou il en met une dans chaque zone. Et à ce moment-là, le deuxième joueur continue avec une phase de sélection. Il choisit une des zones et récupère toutes les cartes qui s'y trouvent pour les ajouter à sa zone de sélection. Voilà comment ça se passe. À ce moment-là, c'est au deuxième joueur de proposer 2 cartes de sa main qu'il répartit sur les 2 zones de proposition. Et puis, au premier joueur de sélectionner une zone. On continue jusqu'à ce que les 2 joueurs n'aient plus de cartes. Et le premier joueur termine la phase donc avec sa 4e sélection. Originalité également, c'est que là, on a 2 jetons pièges chacun, à chaque manche, qu'on va pouvoir utiliser pour poser des cartes de notre main face cachée. Donc il y a, lors de chaque phase de choix, au début de chaque manche, 2 cartes chacun que l'on va pouvoir poser face cachée. Ce qui fait que, de temps en temps, un joueur va récupérer toutes les cartes d'une zone de proposition, y compris des cartes face cachée, dont il ne connaîtra pas le contenu ni la saveur. Voilà. Donc c'est une originalité sur cette phase de draft qu'on appelle phase de choix désormais. Sinon, la phase de planification est la même que d'habitude, c'est-à-dire qu'on doit mettre en construction les cartes de notre zone de sélection ou les recycler. Lorsque les joueurs ont soit recyclé, soit passé en zone de construction, toutes les cartes de leur zone de sélection, voilà. Les cartes trésors sont des cartes spéciales, on doit les recycler, puisque ce sont des cartes uniquement qui sont recyclables et qui apportent des ressources ici en haut à droite. Les cartes calamités vont directement rejoindre notre duché et nous font perdre 4 points de victoire en fin de partie chacune. La phase de production, c'est la même que dans Wonderful World également, sauf qu'il n'y a que 4 ressources différentes. Alors également, ce qui change, c'est le bonus de suprématie. Si vous connaissez le jeu original, vous vous rappelez que pour chaque type de ressources, le joueur qui produit strictement plus de ressources que son adversaire gagnait soit un jeton financier, soit un jeton général en fonction de la ressource. Là, en l'occurrence, le joueur qui a le bonus de suprématie récupère un jeton soldat qui se trouve dans sa zone d'entraînement, c'est-à-dire du côté de son plateau, s'il y a un jeton soldat, et s'il n'y a pas de jeton de soldat, il en place un dessus. Voilà comment ça marche. L'étape de construction est la même, bonus de construction toujours, sur certaines cartes. Et puis, quelques autres spécificités, on va voir. Donc, on peut transmuter des cubes en cristallium lorsqu'on a 5 cubes ressources sur notre carte duché, tout comme dans le jeu original. Certaines cartes nécessitent de payer du cristallium ou des soldats. On peut recycler une carte en construction, c'est toujours possible. Et la fin de partie, on additionne les points de victoire bruts, on additionne les points de victoire combo et on retire les points de victoire négatifs des calamités. Les règles du mode solo, qui changent là également un petit peu par rapport aux règles du jeu original Wonderful World. Je vais passer un peu dessus, pas revenir en détail. Et puis enfin, les règles des 3 modules. Le module menace, un des modules utilisables en partie, ou le module conseiller, ou le module quête. Voilà. Et pour chaque module, il y a les petites règles du mode solo adaptées. Et puis enfin, sur la dernière page, on a les scénarios solo.
Alors les scénarios solo, j'ai regardé un petit peu, ça a l'air pas mal, parce que chaque scénario nous propose de jouer avec un module particulier, différentes contraintes, des cartes déjà en construction, comme dans le jeu original. Voilà, donc il y a différents défis, il y en a 6 en tout là, et qui ont l'air assez intéressants à tester. On verra ça. Donc je reviendrai sur les modules un petit peu plus tard. Pour l'instant, on va découvrir le plateau, qui est cette fois-ci en une seule partie, hein, contrairement au plateau de Wonderful World. Plus petit également, hein. Là, on est sur du jeu 2 joueurs. Celui-ci, donc, si mon adversaire se trouve en face, va être positionné de cette manière-là. Voyez. Donc, on a un jeton compte tour pour un jeton compte manche, en fait. Hein. Première manche, deuxième manche, troisième manche et quatrième manche. Voilà. Et puis là, c'est notre zone donc d'entraînement, la mienne et puis celle de mon adversaire pour y positionner des jetons soldats lorsqu'on a la suprématie ou pour en retirer. Enfin, les 4 zones de ressources, les ressources donc matériaux, population, or et exploration. L'emplacement pour les cristalliums et l'emplacement pour les jetons soldats ici. Voilà. Donc très joli plateau, il est recto verso, mais il se trouve que c'est le même exactement d'un côté ou de l'autre. Ensuite, on a ici bien comment dire, pour noter les scores, hein, la petite feuille cartonnée et effaçable pour noter les scores. Alors uniquement conçu pour 2 joueurs max, hein, évidemment, le jeu se joue à 2 joueurs maximum. Donc très bien parce que ça va avec le marqueur effaçable. On peut noter notre score et effacer au fur et à mesure. Voilà. Par contre, malheureusement, on ne garde pas souvenir de nos parties. Moi, j'aime bien prendre une petite feuille et puis noter les scores, les dates des différentes parties que je joue. Comme ça me permet, quand j'ouvre une boîte de jeu, d'avoir souvenir des différentes parties jouées, puis combien de parties également ont été jouées. Voilà, donc en tout cas, c'est une délicate attention, je trouve, ce bloc de score effaçable. Ensuite, on a ici les différents cubes ressources, ainsi que les 4 jetons pièges et le marqueur compte-tour. Alors, marqueur compte-tour ici, hein, pour compter les manches. Les jetons pièges, comme je vous disais, chaque joueur en a 2 pour chaque manche, et ils servent, lorsque on en retourne un, à poser des cartes face cachée dans les zones, comment ils appellent ça? C'est les zones de proposition. Voilà. Pour cacher certaines de nos cartes qu'on met en jeu. Voilà. Ensuite, on a ici, je ne vais pas ouvrir les sachets, les cubes des différentes ressources. Donc matériaux, cristallium, population, or et exploration en bleu. Voilà. Donc ça, c'est assez standard. Ensuite, on a ici les jetons soldats, alors qui remplacent les financiers et les généraux du jeu original. Alors, tout de même, je tiens à préciser que ces jetons sont à nouveau, alors en carton, mais très épais, très rigides, et ils font un certain poids du coup en main, et ils sont tout aussi appréciables à manipuler que les financiers et généraux de Wonderful World. Voilà, les soldats donc. Représentés sous le dessin d'un casque. Ensuite, on a ici le paquet de cartes principales, les cartes développement. Alors, je vais tout de suite l'ouvrir. On a ici nos 2 cartes duché. Donc, un joueur jouera le duché de Thérésie, un autre joueur jouera le duché de Valados. Alors, soit sur la face A pour des productions de départ asymétriques et des points asymétriques, soit sur la face B pour des productions de départ identiques. Voilà. Très bien, vous voyez qu'un symbole correspond à la zone d'entraînement du côté du plateau et l'autre symbole correspond à la zone d'entraînement de l'autre côté du plateau. Voilà. Donc 2 cartes duché simplement. J'aurais peut-être aimé qu'il y en ait plus. Là, on n'a pas le choix. Hein. Un joueur joue l'une et l'autre joue l'autre. Voilà. Très bien. Ensuite, du coup, je vais vous présenter là... je vais essayer d'aller assez rapidement parce qu'il y a pas mal de cartes uniques dans le paquet, les différentes cartes développement. Et puis ensuite, je vous présenterai les 3 modules qui sont là. Alors, on a d'abord un ensemble de cartes calamités, je crois qu'il y en a 8. Et ces cartes calamités, on a vu, donc dès qu'on les récupère, elles vont dans notre duché, hein, et elles nous font perdre 4 points de victoire chacune en fin de partie. Voilà, alors ce que je veux faire, c'est vous montrer les cartes parce que je veux vous faire profiter des illustrations d'Anthony Wolf. Je trouve que ces illustrations sont une fois de plus très réussies. Donc voici pour les cartes calamités.
Et ensuite, on est parti sur les cartes ici découvertes avec ce symbole de couleur bleue. Alors, on a le tombeau de Golrog. On retrouve ici le coût de construction. Donc, par exemple, ici, 3 cubes exploration plus 2 cristallium. Le bonus de recyclage si on ne met pas cette carte en construction, mais plutôt qu'on la recycle. Ici, cette carte nous rapportera en fin de partie 3 points de victoire par carte découverte dans notre duché. Le tombeau de Golrog. Ensuite, on a les runes anciennes, ici avec le coût de construction, le bonus de recyclage, et là, cette fois-ci, un bonus de construction. Lorsqu'on construit les runes anciennes, on gagne 3 cristallium. C'est une carte qui rapporte 3 points bruts en fin de partie, qui produit ici un jeton, un cube d'exploration, et qui est toujours du type découverte. Alors ensuite, la tribu de Tatis. Voici. Alors celle-ci, en bonus de construction, elle fait gagner 2 soldats. 3 points bruts, fin de partie. Ici, le vortex de Silmara. Alors, je vous disais qu'on est dans un monde imaginaire, hein, tout de même. Hein, même si plongé dans un mix entre l'Antiquité, le Moyen-Âge. Voilà. La cache des géants. Ouais, alors j'espère que ma luminosité la rend honneur aux belles couleurs sur ces cartes. Forêt de Rongelune. L'œuf de dragon. Ouais, superbe. La cité des Néors. Ensuite ici, le temple enfoui. Vous voyez que toutes ces cartes sont uniques. La porte infernale, qui est chère à construire. Hein. 5 cubes exploration, un soldat. Par contre, elle rapporte en fin de partie 4 points par carte compagnie violette en notre possession dans notre duché. La faille de Caldine, qui produit un cube population par carte bleue dans notre duché. L'épave du Léonard. Les souterrains cristallins. Le repère du sable ardent. L'île de Darakis. Alors vous voyez, je vous parlais de dragon. En voici un. Le jardin botanique, qui rapporte 6 points de victoire tout de même. Hein. Et là, on est passé sur les cartes ici, monuments, jaunes. L'académie. Le Nexus. La mine géante. Le trésor royal. La grande arène. Ça va être un plaisir de jouer à It's a Wonderful Kingdom, c'est-à-dire de renouveler le plaisir de ce jeu, Wonderful World, avec d'autres illustrations, un autre univers, quelques mécaniques nouvelles, et spécifiquement étudiées pour 2 joueurs. C'est surtout ça, moi, qui me fait plaisir, là. La force alchimique, le donjon royal, la salle de banquet, la statue majestueuse, immense, la grande bibliothèque, le Panthéon, le grand phare, on est sur les monuments là, hein. La haute muraille, le grand bazar. Ensuite, on passe aux cartes compagnie, ici avec ce symbole violet, la cavalerie royale, la colonne bâtisseuse, les collectionneurs, la coureur royale, la confrérie secrète, les artificiers encore, je crois qu'elle est en double, voilà, la garde royale, la grande armée est en double également, les savants, les inventeurs, les navigateurs, en double exemplaire, les recruteurs, le corps expéditionnaire, et voilà pour les cartes monuments, compagnie, pardon. Alors vous avez vu qu'on a vu beaucoup de cartes, uniques, hein. Quelques cartes en double exemplaire, là simplement. Ensuite, on a ici les cartes structure, ici en gris. Alors, l'avant-poste,
en plusieurs exemplaires, 3 exemplaires. Le hameau, en plusieurs exemplaires également, 3 aussi. Le percepteur, en 3 exemplaires. La guilde, en 2 exemplaires il me semble uniquement, oui. Le marché, alors le marché je crois qu'il y en a pas mal, hein. C'est une carte de base on va dire qui coûte 3 matériaux à construire et qui produit un matériau en or. Donc marché, il y en a 4 simplement, hein. Le port, une autre carte un peu basique on va dire entre guillemets, qui produit un matériau et une exploration. Et il y en a 2. La caserne qui produit une population. Et il y en a 3. La ferme qui produit 2 populations pour un coût de construction de 4 matériaux. Alors la ferme, il y en a quelques-unes je crois. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et enfin, les cartes trésors. Ça sont des nouvelles cartes aussi. Qu'on ne trouvait pas dans Wonderful World. Alors les cartes trésors, je vous le dis, donc quand elles arrivent dans notre zone de sélection, lors de la phase de planification, on doit les recycler, on n'a pas le choix, hein. Vous voyez que ces cartes ne produisent rien, mais elles apportent en recyclage un bonus indiqué là, par exemple ici 2 matériaux pour ces 2 cartes-là, ou 2 populations, ou 2 ors, ou 2 explorations, ou 2 soldats. Voilà. Et il est temps de découvrir un petit peu là ensemble donc les 3 différents modules que l'on trouve dans le jeu. Donc il y a un premier module menace. Alors j'ai mis un sachet plastique par module. D'ailleurs je tiens à préciser qu'il n'y avait aucun sachet plastique livré dans la boîte. Ça c'est un petit peu dommage. Je trouve que c'est un petit peu radin. Mais bon, moi des sachets plastiques j'en ai 36 000. Façon de parler, presque. Alors, donc, on a avec le module menace différentes cartes qui viennent, puisque en fait, il y a 4 packs menaces. Nous avons les rats géants qui viennent avec les vermines. Ça fait partie du même module. C'est-à-dire que quand on joue avec ce module menace, chaque joueur va choisir un type d'ennemi. Alors, il y en a un qui va prendre par exemple les rats géants qui viennent avec les vermines, un autre qui pourrait prendre le géant de givre. Voilà, par exemple. Et puis on a également l'ombre, si un joueur veut jouer l'ombre. Et puis on a les voleurs. Alors comment ça se passe, sans rentrer trop dans les détails, lorsqu'on a dans notre zone de sélection ce type de carte, eh bien déjà elle nous fait perdre moins 4 points de victoire si on l'a toujours en fin de partie. Chaque rat géant va apporter lors de la phase de planification une vermine. Par contre, en module menace, eh bien, on ajoute une 4e phase lors d'une manche. Après la phase de choix, de planification et de production, on a une phase de combat. Chaque joueur peut dépenser des soldats, s'il en a suffisamment, pour éliminer des menaces. Donc par exemple, pour éliminer un rat géant qui se trouve dans notre zone de jeu, on pourrait dépenser 3 soldats. Voilà. Pour éviter d'avoir des points négatifs en fin de partie. Pour éliminer une vermine, eh bien, ça coûte un soldat. Voilà le principe un petit peu des rats géants. On a les géants de cuivre. Alors là, c'est différent. Lorsqu'on récupère un géant de cuivre, on doit le placer sous une de nos cartes en construction. Et la carte en construction est glacée, elle est gelée. C'est-à-dire qu'on peut continuer à y déposer des cubes pour la construire, mais on ne peut pas la construire une fois complétée, tant qu'un géant de givre s'y trouve. Donc il faudrait d'abord éliminer le géant de givre avec 4 soldats lors de la phase de combat, afin de pouvoir construire la carte si l'ensemble de ces ressources de construction sont complètes. Voilà. Et attention, chaque géant de givre fin de partie fait moins 5 points si on n'a pas réussi à l'éliminer. Voilà pour les géants de givre. Alors ensuite, on a les ombres. Alors là, les ombres, c'est un petit peu différent encore. Si un joueur a une ou plusieurs ombres dans ses zones de sélection et de construction, il doit défausser une carte de sa zone de sélection sans en récupérer le bonus de recyclage qui va en fait à son adversaire, qui va sur la zone d'alchimie, c'est-à-dire sur la carte duché de son adversaire. Voilà. Et moins 4 points fin de partie si on en a dans notre zone de jeu. 3 soldats pour détruire une ombre. Voilà, et je vous laisse profiter des illustrations. Et enfin, pour ce premier module menace, on a le choix de jouer par exemple avec les voleurs. Alors les voleurs, c'est encore une fois différent. Lorsqu'on a un voleur dans notre zone de jeu, lors de la phase de planification, eh bien on va placer un petit jeton voleur ici,
sur une de nos ressources construction, hein, sur une de nos icônes de production. Et donc, c'est une ressource qu'on ne pourra plus produire tant que le jeton y est. Lorsque l'on élimine un voleur en défaussant 3 soldats, eh bien on peut retirer un jeton voleur d'une de nos cartes au choix. Voilà, ça va nous empêcher de produire certaines ressources. Voilà donc pour ce premier module menace, qui me semble intéressant, qui ajoute certainement de l'interaction là à 2 joueurs. Et donc à tester, j'ai hâte de jouer au jeu avec Lou évidemment, et y compris en solo, puisqu'on peut jouer avec chacun de ces modules en solo. Le deuxième module, c'est le module conseillé. Alors il y a simplement un paquet de 14 cartes conseillées qui est là. Au début de la partie, on mélange le paquet, chaque joueur en pioche 2 et en conserve une pour la partie. Alors là, simplement, ce sont des cartes qui vont nous apporter un bonus permanent tout au long de la partie. Par exemple, la Pirate des 5 mers nous permet, pendant la phase de production, de payer 4 soldats, et pendant la production d'exploration, on produit 4 explorations supplémentaires, qui ne sont pas prises en compte pour le bonus de suprématie en l'occurrence. Mais ça permet de produire plus de ressources. On a le chef mercenaire. Par exemple, là, on paye 4 soldats et avant de faire notre choix, on défausse une carte d'une zone de proposition. Donc ça, c'est pendant la phase de choix, hein. On défausse une carte, par exemple, si une calamité s'y trouve ou une menace, alors on peut la défausser à ce moment-là. La négociante du lac. Alors, je ne vais pas détailler tous les effets de toutes les cartes, mais vous pouvez faire pause si vous voulez voir un petit peu les effets. On a l'alchimiste des présages, qui est une carte conseillée uniquement pour 2 joueurs. Si on joue en solo, on retire cette carte du paquet. Le maître artisan, par exemple, là, qui permet de construire une carte sans payer son coût, mais ça coûte 8 soldats tout de même. La joueuse lunatique. Le grand orfèvre, qui permet, vous voyez, par exemple, de gagner 3 cristalliums en payant 5 soldats. Alors chaque pouvoir n'est utilisable qu'une fois par manche, évidemment. Alors attention, on en récupère une en début de partie, mais on place les autres cartes dans le paquet de cartes. Et c'est-à-dire qu'on va pouvoir en récupérer d'autres pendant le cours de la partie, hein, des conseillers. La cheftaine des forêts. La mère nourricière. L'espion des souterrains. La maître cartographe. L'éminence grise, le prophète illuminé et la contremaître tyrannique. Voilà pour ce module conseillé qui me semble tout à fait intéressant également à tester en partie. Et enfin, donc le troisième module, c'est le module quête avec ses éléments. On a 3 plateaux quête, on va en choisir un pour la partie. Donc c'est un triple module, on va dire, hein, puisque à chaque fois, on va choisir un des 3 plateaux, donc soit le Seigneur pestiféré, soit les Terres du Nord, soit l'Usurpatrice. Et les plateaux sont différents avec des quêtes différentes pour les modes solo au dos. Alors là, donc, il s'agira de remplir pour chaque joueur au moins la 4e étape de la quête. Si on n'a pas réussi à remplir cette quête ici, là, la dernière, la quête finale, eh bien de toute manière, on perd la partie. Et d'ailleurs, il s'avère que si les 2 joueurs n'ont pas rempli cette quête, ils sont tous les 2 perdants et personne ne gagne. Alors vous voyez que, par exemple, pour ce plateau, le Seigneur pestiféré, pour vaincre le Seigneur pestiféré, il faut payer 10 soldats et avoir 2 cartes ici, compagnie, dans son duché, pour vaincre le Seigneur et réussir cette quête. À ce moment-là, on gagne en plus 2 cristalliums si on est le premier à remplir cette étape. Voilà, donc on peut remplir chaque étape une seule fois, hein, par partie maximum et par joueur. Et donc on peut les remplir dans l'ordre qu'on l'on souhaite, hein. Celles-ci sont facultatives, mais celle-ci, donc la dernière, comme je vous disais, est obligatoire. Voilà. Donc pour chaque plateau, on a des quêtes un peu différentes. Ici, l'étape finale, c'est conquérir le Nord en payant 12 soldats et avoir 2 cartes, exploration, non pas exploration, découverte dans notre duché. Là, ici, il faut payer 15 soldats pour vaincre l'armée renégate. Voilà. Et par exemple, d'autres étapes, ici, recruter des mercenaires en payant 5 ors pour gagner 4 soldats. Ici, déjouer le complot en payant 5 soldats pour défausser jusqu'à 2 cartes calamité. Et ici, traquer les traîtres en payant 4 populations pour gagner 2 cristalliums.
Voilà comment ça fonctionne. On a du coup des jetons ici bleus et rouges à notre couleur pour marquer les étapes effectuées. Et puis on a 2 jetons espions. Alors les jetons espions, ça vient notamment ici pour trouver un remède. On paye 4 populations pour gagner un jeton espion. À n'importe quel moment, regardez secrètement une carte face cachée, puis retournez le jeton sur sa face utilisée. Il sera de nouveau disponible à la prochaine manche. Donc ça permet de regarder des cartes face cachée sur les zones de proposition avant de choisir nos cartes, hein, lors de la phase de choix. Voilà. Mais écoutez, je pense que j'ai fait le tour à peu près là, hein, de ce qu'on a dans It's a Wonderful Kingdom. Ça me donne très envie, très envie d'y jouer. Je vais replacer toutes ces cartes là ensemble et puis j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je sais que vous êtes certainement nombreux comme nous à apprécier It's a Wonderful Kingdom, le jeu original, formidable jeu, hein, et puis donc voici It's a Wonderful Kingdom désormais spécialement pour 2 joueurs, mais pour le solo aussi, hein. Donc vous verrez prochainement sur la chaîne, je suppose, une partie à 2 joueurs, ainsi qu'une partie solo, hein, je ne vais pas me gêner, mais il faut nous laisser le temps pour ça, de trouver le moment de filmer les vidéos. On manque un petit peu de temps en ce moment, c'est un peu compliqué. Donc en tout cas, c'est sûr, on va y jouer avec Lou, c'est peut-être notre futur classique à 2 joueurs là. Et donc, merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Et puis à bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!